c'est au nom de l'association des amis de Franz Krachberg que je préside avec Éric Darmon, Capucine Bout et les équipes qui sont là autour de moi ce soir. C'est l'association qui, dans ce lieu, est heureuse de vous accueillir. Vous qui, comme Franz Krachberg, combattez pour la planète, pour la biodiversité, pour la sauvegarde des forêts, Green Sanctuaries. Vraiment, nous sommes heureux de vous avoir, heureux de vous accueillir, heureux de vous voir dialoguer avec ce pionnier qui était Franz Krachberg, heureux d'accueillir Thomas Couvreur, heureux de pouvoir vous donner la parole aussi sur ces sujets hautement d'actualité, sur ce combat de tous les jours qui est de préserver les pôles de biodiversité, les sanctuaires, les derniers sanctuaires de la planète. Bravo à l'action menée aussi par Green Sanctuaries, association qui a été créée en 2021, donc c'est très tôt, mais avec des objectifs très ambitieux. J'espère qu'ils nous feront un point pour nous raconter où ils en sont. Et en présence de la Fondation Rocher aussi, qui est notre partenaire depuis toujours. Merci d'être là. Et je vais vous passer la parole. Donc, je suis Audrey Michaud, je suis directrice opérationnelle de Green Sanctuaries qui organise la conférence ce soir. Et merci à toute l'équipe de l'espace Franz Krachberg de nous y accueillir. Quel meilleur cadre que cette galerie dédiée à cet artiste qui a consacré sa vie à la défense des forêts tropicales, notamment d'Amazonie. Je vais très brièvement vous présenter nos deux speakers de la soirée. Avant de vous présenter Thomas, un petit mot sur Christophe qui a créé la Fondation Green Sanctuaries en 2022, mais il y pensait bien avant. Donc 2021, vous étiez complètement dedans. Et donc, Christophe est avocat à la ville, mais il est aussi... ça tout le monde ne le sait pas, il a été très longtemps entomologiste amateur, donc spécialiste des insectes, plus particulièrement des papillons. Donc il a parcouru les forêts depuis son adolescence sur 3 continents, donc les forêts tropicales humides, c'est quelque chose qu'il connaît assez bien. Et il était aux premières loges pour constater la déforestation, toutes les problématiques liées à l'atteinte de ces forêts tropicales humides qui sont si importantes pour l'habitabilité de la Terre. Et ça, Thomas nous l'expliquera très bien. Donc, Christophe dira quelques mots d'introduction. Et puis, Thomas, on est très heureux de l'avoir. Il est venu de Montpellier spécialement pour nous. Thomas, on l'a rencontré en Équateur l'année dernière. Il est directeur de recherche à l'IRD, il est botaniste, spécialiste des forêts tropicales humides, de leur résilience, de leur diversité, de leur évolution. Il s'intéresse tout particulièrement à 2 familles de plantes qui sont les palmiers et les annonacées. Donc, tout ce que vous voulez savoir sur les palmiers et les annonacées sans jamais avoir osé le demander, vous pourrez lui demander à l'issue de la conférence. Il nous fait l'amitié, il est membre de notre comité scientifique et il nous a fait l'amitié de venir ce soir pour cette conférence. Et donc, j'ai le plaisir de laisser la parole à Christophe. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Alors quelques remerciements d'abord à ma fantastique équipe et notamment à Audrey qui travaille avec nous d'arrache-pied et c'est sans doute aussi en grande partie grâce à elle qu'on en est arrivé aussi vite là où on en est. Mathilde derrière le téléphone, Hugues et puis tous les bénévoles qui travaillent avec Green Sanctuaries. Merci beaucoup à vous d'être venus. Parmi vous, il y a déjà un certain nombre de donateurs que je remercie particulièrement parce que finalement, nous, on vit du mécénat et c'est aussi un petit peu le nerf de tout ce qu'on peut faire. C'est pas tellement les projets qui nous manquent aujourd'hui. Voilà. Et puis un remerciement spécial pour Thomas, que vous verrez tout à l'heure à l'œuvre, qui est à la fois quelqu'un de très sympathique, un homme de terrain, un grand scientifique. Donc
le point que je voulais vous dire en lien avec Thomas, c'est qu'on a eu une approche, nous, au départ, qui était scientifique. C'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup aux endroits où on va aller pour que ça ait du sens pour la biodiversité, pour la forêt. Et donc, dans notre comité scientifique, le CNRS, l'IRD, le Muséum d'histoire naturelle de Paris sont représentés. Et on est attentif à leurs remarques et à leurs conseils. Voilà pour ces remerciements. Je ne sais pas si on peut peut-être... il y a juste 2 diapos, donc ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Bon, on commence par un moment un peu déprimant, si je puis dire, pour savoir pourquoi on en arrive à ça et pourquoi nous, finalement, on a décidé de se mettre en action. Une petite anecdote pour le clin d'œil en attendant. Il y a un certain nombre de scientifiques qui se demandent si Homo sapiens n'est pas en train de décliner. Parce qu'on a des signes avant-coureurs, une baisse du quotient intellectuel, une baisse de l'espérance de vie, un vieillissement de la population. Et vous savez qu'il y a 50 000 ans, c'est un petit battement de cils dans l'histoire de notre planète, si on prend 24 heures. Et il y a 50 000 ans, nous, Homo sapiens, on aurait pu côtoyer, ou on a côtoyé d'autres espèces, d'autres hominidés, et donc d'autres humains. L'homme de Néandertal, l'homme de Luzon, l'homme de Flores, l'homme de Denisova. Et ça, c'était il y a 50 000 ans. 50 000 ans, c'est rien. Aujourd'hui, on est les seuls, enfin, à ma connaissance, on est les seuls humains qui restent. Alors, sur les... Voilà, super. Pourquoi contre la montre ? Ce graphique, il est assez connu parce que c'est un graphique du WWF qui montre que le déclin des populations de vertébrés, donc on a perdu 70% des vertébrés depuis 1970. 70%. Et c'est pour ça qu'on parle d'un effondrement de la biodiversité. Juste pour une petite question sémantique, un effondrement des populations. Vous entendez aussi parler d'une 6e extinction de masse. La dernière, la 5e, c'était les dinosaures il y a 65 millions d'années. Si on prend Gilles Boeuf, qui est notre parrain, qui est une des grandes voix de la biodiversité en France aujourd'hui, il dit c'est quand 75% des espèces disparaissent. Bon, on n'en est pas là. Dans quelques dizaines, centaines d'années, si on continue, on y sera. Donc on n'est pas encore dans une extinction de masse, mais il y a un véritable effondrement des populations à l'intérieur de la biodiversité. Vous le savez, de manière empirique, quand vous vous promenez en France, il y a moins d'oiseaux que dans notre jeunesse, il y a moins d'insectes, voilà, il y a moins d'animaux. Voilà. Et ça, c'est un fait. Alors, pour ce qui est de la forêt, depuis qu'on est là, si je puis dire, on a détruit un tiers et on a dégradé un tiers, voilà, ou pas on d'ailleurs, mais c'est une évolution. Et Marc-André Sellos dirait que on est dans une évolution. La forêt tropicale humide, c'est un creuset. C'est véritablement l'endroit où il se passe beaucoup de choses. On y viendra tout à l'heure. Et chaque minute, c'est à peu près 10 terrains de foot, pour parler, qui sont détruits. 2 forêts tropicales humides. Voilà. Peut-être on peut passer à ça. J'essaye de vous expliquer mon raisonnement. Et peut-être que ça peut se discuter. On dit qu'il y a 2 400 000 espèces qui sont connues de nous. Bon. On ne prend pas les bactéries et les virus, hein, parce que si on prenait les bactéries, on serait pour reprendre le mot, on serait en milliers de milliards d'individus juste dans cette salle. Mais sans prendre les bactéries et les virus, on dit, allez, 2 500 000, 2 400 000 espèces connues sur peut-être
8 à 20 millions, ça c'est le Muséum d'histoire naturelle qui dit ça. J'ai lu aussi 15 à 25 millions, mais disons, on connaît un gros 10% des espèces. Un gros 10%. Raison de plus pour sauver les forêts d'ailleurs, parce que dans ces forêts, il y a 80% des espèces qu'on ne connaît pas. Il y a 80% des espèces qu'on connaît, mais il y a aussi 80% des espèces qu'on ne connaît pas. Sur ces 2 400 000 espèces connues, suivez-moi bien, il n'y en a que 300 000 qui sont dans les océans. On vient tous de l'océan. Mais il n'y en a que 300 000 qui sont dans les océans parce que l'océan, jusqu'à maintenant, est un milieu extrêmement stable, dans lequel on circule et dans lequel la spéciation, alors on ne connaît pas encore les grands fonds très bien, etc. évidemment, on va découvrir plein d'espèces et on en découvre. Mais il n'y a que 300 000 espèces dans les océans et donc ça fait 2 100 000, c'est le chiffre que vous avez là, 2 100 000 espèces terrestres qui sont connues. Dans les 2 100 000 espèces terrestres, il y en a 80% qui sont dans les forêts. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, nous, Green Sanctuaries, où est-ce qu'on va aller? On va aller dans les forêts. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer plutôt de protéger les forêts existantes, que de reforester. Je m'expliquerai tout à l'heure. Alors vous voyez que la grande majorité des espèces, c'est les insectes dont on parle là. Voilà. À gauche, c'est les plantes à fleurs. C'est important les plantes à fleurs pour les évolutions parce que ça a créé beaucoup de changements sur la planète. Voilà, donc 2 100 000 espèces terrestres, dont 80% dans les forêts. On peut peut-être... voilà. Ce qu'on dit, nous, à la suite de ça, alors on peut peut-être revenir à la slide d'avant. Ce qu'on dit, nous, c'est que le risque principal qui pèse sur ces forêts, c'est la disparition des habitats, sur la biodiversité, c'est la disparition des habitats. Donc la disparition des habitats, il y a d'autres causes qui se font sentir aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 5 ou 6 causes, si on veut les classer, de risques sur la biodiversité. Mais la perte des habitats et le fait de couper la forêt, c'est la principale menace pour la biodiversité terrestre, voilà, aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est allé à cet endroit-là. Peut-être un mot sur Green Sanctuaries. Donc effectivement, on est plutôt sur la protection des forêts tropicales humides, parce que c'est dans ces forêts tropicales humides qu'il y a le plus de biodiversité, mais on a aussi, on a envisagé, et on a aussi une forêt dans le sud-ouest de la France. Mais on a un certain nombre de projets qui ont déjà commencé, 3 projets en Équateur, un projet au Zimbabwe, un projet au Cameroun, on sera la semaine prochaine, etc. Et donc on a un certain nombre de projets qui ont déjà commencé. Juste un mot sur l'originalité de Green Sanctuaries, si on voulait le dire comme ça, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas originales. Beaucoup d'entre vous dans la salle sont sensibles à ces questions, donc nous on l'a abordé sous un certain angle, mais il y a plein d'autres angles qui sont tout à fait admissibles et complémentaires. On est les seuls, à ma connaissance, à faire ça en Europe continentale, c'est-à-dire à s'intéresser aux forêts tropicales humides avec un objectif qui est de maîtriser le foncier. J'explique juste, c'est que pour être efficace dans ce qu'on fait, c'est un peu mon motto, il faut maîtriser le foncier. Maîtriser le foncier, ça veut dire être propriétaire ou bien avoir un bail à long terme. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, parce qu'il n'y a que quand on est propriétaire qu'on peut dire cette forêt, je la laisse. J'ai décidé de ne pas la couper. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça notre approche. Et à ma connaissance, on est les seuls à s'intéresser à la partie tropicale humide. La deuxième chose, c'est qu'on est des gens de terrain. Ça apparaîtra bien dans ce que Thomas va nous dire tout à l'heure. Ce qu'on aime, nous, c'est aller dans la forêt, mettre les bottes en caoutchouc,
avoir la pluie qui nous tombe dessus, et puis être dans ce creuset de vie absolument exceptionnel. C'est une passion aussi. Et donc, ça rassure pas mal de nos sponsors aussi quand on dit ça, parce qu'il n'y a pas un seul dollar qui va être utilisé autrement que comme nous, on le souhaite. C'est-à-dire qu'on va sur place, on organise les projets, on lance les projets. La troisième originalité, c'est pas vraiment une originalité, mais c'est une caractéristique, c'est qu'on a une vision très intégratrice. C'est-à-dire que non seulement on prend l'aspect scientifique et on va étudier ces forêts, parce que pour bien les protéger, il faut bien les connaître, pour bien les connaître, il faut bien les étudier. Alors c'est une anthropologue de l'alimentation de l'université de Tena qui est à l'œuvre dans notre projet du Rio Napo, c'est un botaniste qui est à l'œuvre dans notre projet du Zimbabwe, donc il peut y avoir des scientifiques complémentaires. Mais on va s'appuyer sur un écosystème, alors le mot n'est pas juste, et pardon, je ne suis pas un scientifique moi-même, mais un écosystème local. La plupart du temps, il s'agira de communautés autochtones, mais pas toujours. Et donc ça va vraiment dépendre des pays où on se trouve. En Amazonie, sur le Rio Napo, on est en lien avec une communauté quichua qui vit là depuis 12 000 ans, on pourrait dire. Bon. Et on a une forêt de 1000 hectares qui est adossée à leur forêt communautaire, qui fait 2500 hectares. Ça fait un corridor de biodiversité, ou en tout cas un espace vaste de biodiversité, bordé par le Rio Napo d'un côté. Et quand on arrive dans cet endroit, on va les voir, on leur dit ce qu'on pense faire, on leur demande conseil et on leur demande de quoi ils ont besoin. Et bon, par exemple, dans le Rio Napo, ils avaient besoin qu'on apporte l'eau potable dans l'école. Voilà, ce qu'on fait en s'associant avec une autre fondation, et qu'on leur donne des cours d'anglais. Alors on parlait avec un traducteur quichua, et les représentants de la communauté nous disaient mais bon, ça on sait que ce ne sera pas possible, mais on aimerait bien avoir des cours d'anglais. Mais en fait, c'est pas très compliqué, c'est pas ce qu'il y a... Et c'était leur désir le plus cher. Donc, on essaye aussi non seulement de se faire accepter, mais aussi, voilà, d'avoir une approche qui s'appuie sur du terreau local. Et puis, la dernière chose qu'on fait, enfin, l'avant-dernière chose qu'on fait, c'est que on amène les enfants des écoles pour les émerveiller. On aide l'OFB pour développer les aires terrestres éducatives dans les écoles où les petits enfants les petits écoliers vont s'approprier un petit coin de forêt, faire un inventaire de biodiversité, avoir des rapports avec des scientifiques. Donc on aide ce développement-là en Guyane française, par exemple. Voilà. Et donc on pense que beaucoup de choses vont venir d'eux, seront des petits gardiens de la nature plus tard, si on leur apprend qu'on n'est pas ni au-dessus ni à part de la nature. On est dans le vivant, on fait partie du vivant. Voilà. Bon, évidemment, quand on adresse la question de la biodiversité dans les forêts primaires, forcément, par définition, on protège aussi un peu les sols qui sont tellement importants. Donc on joue sur l'eau, évidemment sur le carbon trap et le réchauffement climatique. Voilà. Après, l'approche ambitieuse, ce qu'on voudrait, c'est aller vite parce qu'on pense qu'il y a 10 ans critiques. Voilà, c'est une analyse comme une autre, mais nous, on pense que les 10 ans dans lesquels on est sont les 10 années les plus critiques, et que dans 10 ans, cette idée qui nous semble une idée de bon sens ici dans la salle, qu'il faut qu'on arrête certaines de nos bêtises, sera devenue une idée virale. Et donc finalement la dernière chose qu'on fait, c'est parler et essayer de faire porter l'ombre de notre réflexion et de la partager avec vous. Voilà, donc merci beaucoup. Je laisse la parole à Thomas. Thomas, merci beaucoup. On s'est rencontré avec Thomas en Équateur. Il était à l'IRD en Équateur. Il nous a présenté un projet absolument exceptionnel. On a d'ailleurs, grâce à des sponsors dont certains sont dans la salle aujourd'hui, on a réussi à lancer ce projet Tenka.
dans le Choco équatorien. Tu vas nous en parler. Et puis, il se trouve que Thomas a aussi travaillé au Cameroun pendant un certain temps et vécu au Cameroun pendant un certain temps. Nous, on y sera la semaine prochaine. Voilà, donc on a tout de suite accroché. Merci à tous encore une fois. Et Thomas, je te passe le... Bonjour à tous. J'espère qu'au fond, là, vous me verrez bien. Alors, juste essayer de prendre un peu le coup de main avec ça. Ça marche? Oula, ok. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents. Merci à l'Espace Crashbert de m'accueillir, à Green Sanctuaries de m'avoir invité pour vous parler de ce qui me passionne, ce qui sont les forêts tropicales humides. Non. Non plus. J'aurais dû m'entraîner. Voilà. Donc, comme Christophe et Audrey ont introduit, moi je suis botaniste, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Je m'intéresse à 3 grandes, on va dire, sujets: la biodiversité, l'évolution de cette biodiversité et enfin la conservation. Et j'essaye de répondre à 2 grandes questions. Qu'est-ce qu'il y a dans les forêts tropicales humides et comment est-ce qu'on peut les identifier? Ça appartient à la systématique, à la taxonomie, mais aussi comment est-ce que cette biodiversité a évolué au cours du temps et quels sont les facteurs qui vont influencer cette évolution et comment est-ce qu'on peut aussi conserver cette biodiversité. Je suis spécialiste dans 2 grandes familles de plantes tropicales, mes 2 premiers amours en botanique qui sont les palmiers et les anonacées, qui est la famille des corosoliers. Vous le connaîtrez peut-être mieux sous le nom de ylang ylang, qui est une des essences qu'on utilise pour faire le parfum Coco Chanel. À part ça, ces 2 familles de plantes sont extrêmement importantes dans les forêts tropicales humides et sont des marqueurs de ce biome. Alors ça, c'est mon sujet de travail, les forêts tropicales humides. Ici, on est au Gabon et on voit clairement cette grande biodiversité. Il ne faut pas être scientifique pour voir que tous ces arbres-là appartiennent principalement à des espèces différentes. Mais les forêts tropicales humides sont particulièrement spectaculaires. C'est vraiment ça qui m'a bouleversé quand j'étais plus jeune. Et généralement, quand on rentre dans ces endroits, je dis à mes étudiants, attendez-vous à l'inattendu. Tout peut arriver, on peut voir de tout. Il y a vraiment des choses incroyables dans les forêts tropicales humides. On se sent tout petit. Là, vous avez mon collègue Vincent Droissard, aussi de l'IRD, spécialiste dans les orchidées. On s'apprête à rentrer dans la forêt tropicale de Ebo, au Cameroun. Et voyons, on est vraiment tout petit face à cette cathédrale de végétation. C'est vraiment un endroit spectaculaire. Il y a une grande biodiversité de plantes et de végétaux. Cette photo, ce petit slide n'en fait bien sûr pas hommage. Il y a beaucoup de biodiversité, mais aussi beaucoup de biodiversité en termes d'animal, comme Christophe nous l'a introduit. Mais malheureusement, cette beauté de la nature, elle est menacée. Encore une fois, comme on l'a introduit juste avant, elle est menacée par la déforestation principalement. En 2023, on a perdu 3,7 millions d'hectares, qui représentent plus ou moins la taille des Pays-Bas. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un certain nombre de points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une forêt tropicale humide? Comment est-ce qu'on va la définir? Je pense que c'est important qu'on ait des bases pour la définition de cet écosystème. Une petite parenthèse, comment on les étudie? Comment est-ce que moi, personnellement, botaniste, je vais étudier cette forêt tropicale humide? Une partie où on vous montre les techniques qu'on applique et pourquoi c'est important. Le corps de ma présentation va être vraiment de vous convaincre, si vous ne l'êtes pas déjà, pourquoi est-ce qu'on doit les préserver. Alors il y a beaucoup de clichés qui circulent, mais après il y a beaucoup d'applications très concrètes qui nous concernent tous, au nord et au sud. Et après une application concrète en termes de conservation que j'ai essayé de mener ces dernières années, notamment avec la collaboration de Green Sanctuaries. Ah, non. Non. Voilà. Ouais, j'ai essayé. Ok. Qu'est-ce qu'une forêt tropicale humide? Donc voilà une petite définition.
qui est importante parce que ça permet en fait de bien nous situer quand on parle de forêt. Pas toutes les forêts sont bien sûr pareilles. Tout d'abord, une forêt tropicale humide est définie par un canopé continu, c'est-à-dire que la canopée elle est fermée. Et ce qui vraiment va définir cette biodiversité, c'est la dominance de plantes à fleurs, donc des angiospermes. Christophe vous a introduit que les plantes à fleurs, ça a vraiment bouleversé la planète. Et dans les forêts tropicales humides, c'est vraiment ça qui est caractéristique de ce biome. Les forêts tropicales humides sont distribuées bien sûr dans les régions chaudes et humides. Il pleut beaucoup dans les forêts tropicales humides et il n'y a pas de saison de gel. Donc principalement, les forêts tropicales vont être distribuées autour de l'équateur dans les tropiques. Finalement, elle est caractérisée par une grande biodiversité. On l'a mentionné au début, 70 à 80%, plus de la moitié des plantes vasculaires sont aussi contenues dans cette biome, alors qu'elle ne couvre que 10% des terres émergées. L'autre caractéristique des forêts tropicales humides, que peut-être peu de gens connaissent, c'est que c'est un biome qui a fait la preuve du temps. C'est un écosystème, un biome dans son ensemble qui est extrêmement ancien. Certaines estimations pensent que les forêts tropicales humides auraient commencé à s'assembler il y a plus ou moins 100 millions d'années. Donc on avait encore des dinosaures sur la planète à ce moment-là. Ça, c'est très important parce que depuis cette époque-là, elle n'a jamais disparu. Elle a réussi à se défendre contre tous les changements climatiques et géologiques, dont notamment la dernière ou l'avant-dernière extinction de masse qu'a connue la Terre. Pour cela, on a des preuves, donc ça fait partie plus ou moins de mes sujets de recherche. On a des preuves un peu directes, notamment via les fossiles, surtout des fossiles des feuilles. Les feuilles sont très caractéristiques dans les forêts tropicales, elles sont grandes, elles ont une nervation qui est très espacée, et elles ont aussi une forme qui est assez particulière pour les forêts. Donc l'étude des feuilles nous permet en fait de comprendre quel écosystème il y avait et à quel moment. Et les forêts tropicales humides, on pensait qu'elles étaient présentes il y a 100 millions d'années. L'autre technique, c'est d'utiliser l'ADN des plantes qui sont aujourd'hui présentes et faire des reconstructions phylogénétiques. Et en utilisant la théorie de l'horloge moléculaire, on peut remonter dans le temps. Et grâce à des études menées sur différentes familles de plantes caractéristiques des forêts tropicales humides, on estime que la plupart de ces familles sont apparues il y a plus ou moins 100 millions d'années. Donc c'est un écosystème extrêmement important. Si on regarde sur un peu la dynamique des forêts tropicales humides est aussi importante à connaître. Donc, encore une fois, grâce à la paléobotanique, on arrive à reconstruire où ces forêts étaient dans le passé. Et on voit qu'il y a 60 millions d'années, donc juste après la crise du Crétacé tertiaire, qui a vu l'extinction en masse, notamment des dinosaures, on voit que les forêts tropicales humides avaient une distribution relativement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Elles sont présentes dans le nord, elles sont présentes dans le sud et bien sûr le long de l'équateur. Il n'y avait pas de calotte de glace au pôle, c'était un environnement très différent où il faisait très chaud et très humide. À 50 millions d'années, on est vraiment à l'âge d'or des forêts tropicales. Là, c'est vraiment une terre dans tous ses états avec une forte taux d'humidité et de température. Et encore une fois, on voit que les forêts tropicales humides adoptent leur distribution la plus grande qu'elles ont connue. S'ensuit après des changements climatiques importants, notamment à 33 millions d'années, où on voit une chute des températures globales et l'apparition des calottes de glace au pôle, qui ne disparaîtront pas jusqu'à aujourd'hui. À ce moment-là, les forêts tropicales humides vont commencer à se rétrécir autour de l'équateur. À 15 millions d'années, il y a un renouveau un peu, il y a eu un renouveau en termes climatiques pour les forêts, c'était chaud et humide de nouveau, et de nouveau on voit la présence de forêts tropicales humides ailleurs que dans les tropiques. Finalement, on arrive à aujourd'hui, on voit la distribution ici en noir, c'est une des estimations de la distribution des forêts tropicales humides qui est centrée de nouveau sur l'équateur. Et donc chacune de ces différentes régions a une histoire évolutive qui lui est propre, avec une végétation qui lui est propre. Donc ça aussi c'est important dans la conservation, c'est de savoir qu'une forêt en Asie n'est pas équivalente d'une forêt en Amazonie, et elles ne seront pas équivalentes face au changement climatique. Et là, je vous en donnerai un petit exemple après, entre le bassin du Congo et l'Amazonie. Je vais vous emmener sur un petit voyage à travers les forêts tropicales humides. On va commencer en Asie et on va terminer au Mexique. Donc chacune de ces forêts, en fait, ont cette histoire évolutive et sont composées de plantes différentes. Ma petite animation ne marche pas.
C'est coincé. Ah non, voilà. Donc là, on était à Bornéo, on passe à Madagascar, une île où il y a énormément de biodiversité, mais une biodiversité aussi extrêmement menacée. Il n'y a plus que quelques pourcentages de ces forêts qui restent. Après, on passe en Tanzanie. Donc pareil, Tanzanie, il y a aussi des forêts tropicales humides, mais qui sont extrêmement fragmentées. Alors soit de façon naturelle ou alors avec l'action de l'homme. Ici, on a des cultures de thé qui viennent s'adosser aux forêts tropicales. Si on passe de l'autre côté du bassin du Congo, on arrive au Gabon. Là, c'était la photo que je vous ai montrée au début. Cette forêt tropicale vraiment incroyable avec une énorme biodiversité et beaucoup d'espèces endémiques. On va passer de l'autre côté de l'Atlantique et là on arrive à l'Amazonie, la forêt amazonienne, ce grand tapis soi-disant homogène mais qui ne l'est vraiment pas, qui s'étend à l'infini et qui donne cette idée on ne peut jamais vraiment détruire une forêt comme ça, ce qui est vraiment loin de la réalité. On passe maintenant en Équateur, l'Amazonie équatorienne, on est à Yasuni ici, c'est un des endroits les plus biodiverses de la planète, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. On passe au-dessus des Andes, on dit bonjour à mes collègues à Quito et on arrive dans le Choco, qui pour moi est vraiment une des forêts oubliées de l'Amérique du Sud. On parle beaucoup de l'Amazonie, on parle beaucoup de la Mata Atlantica, mais le Choco est une des forêts qui a aussi subi le plus grand taux de déforestation et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il n'y a vraiment plus que quelques petits fragments qui restent. Et on termine donc au Mexique, où il y a aussi des forêts tropicales humides, notamment au sud, dans la région de Veracruz ou de Chiapas, où des forêts aussi extrêmement importantes en termes de biodiversité et en termes d'histoire évolutive que ces forêts renferment pour les forêts tropicales humides. Alors ce que je voulais faire là, c'était de plonger un peu dans les forêts, notamment pour ceux qui sont peut-être jamais allés dans les forêts, pour vous expliquer un petit peu rapidement la structure d'une forêt tropicale humide. Donc là, on va atterrir sur un arbre, qui donne vue sur la canopée. Donc ici on est dans un arbre émergent. Si on regarde un petit peu vers le bas, là vous avez le tronc de l'arbre, c'est le même arbre, et en bas vous voyez encore tout un espace de végétation qu'il y a en dessous. Alors une des caractéristiques des forêts tropicales humides, c'est qu'elle est divisée en strates. Alors les strates, c'est un grand débat, mais elles sont pas différenciées en noir et blanc, mais il y a quand même des strates, il y a quand même des stratégies des plantes où elles vont décider d'aller vivre. Alors là, on se met au niveau à l'intérieur d'une forêt, et en fait, on peut voir qu'il y a deux types de strates à ce niveau-là. Il y a la strate herbacée, qui contient beaucoup de petites herbes. Alors il y a des bégonias, il y a des palmiers, il y a beaucoup de petites choses. Il y a aussi des plantules qui attendent leur tour, dans leur chance pour grandir. Elles vont attendre qu'un grand arbre tombe pour après elles-mêmes pousser. Ensuite, on a la strate arbustive, donc c'est une strate qui est entre 2-3 mètres et 16 mètres. Donc c'est des plantes en fait, qui sont adaptées à l'environnement où il y a peu de lumière. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici qui arrive à se filtrer depuis la canopée, mais elles ont adopté des stratégies de vie qui leur permettent en fait, de pousser dans cet environnement-là. Si on monte maintenant au niveau de la canopée, on va voir donc une strate qu'on appelle la canopée. Donc ça, c'est l'altitude, on va dire, moyenne de tous les arbres dans la forêt. Et après, on a une dernière strate qui est la strate émergente. Donc ça, c'est des arbres qui vont pousser au-delà de la canopée, qui vont prendre un petit peu plus d'espace et qui vont utiliser leur capacité de grandir plus vite que les autres pour essayer d'aller attraper un peu plus la lumière que les autres. Je tiens à signaler que ces deux strates restent quand même extrêmement inconnues. On arrive à aller sur la Lune, on arrive à aller sur la station internationale, mais l'observation et la découverte de la strate, de la canopée et des émergents reste extrêmement compliquée pour les botanistes et pour les biologistes en général. On n'est qu'à 30 mètres, mais on n'y arrive pas et c'est très très frustrant. Et très peu de projets. Il y a eu le radeau des cimes de Francis Allais qui a sillonné un peu les forêts, mais qui, d'après ce que moi je sais, n'a pas de continuité, et on reste quand même avec beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui vit là, tant pour les plantes que pour les animaux. L'autre caractéristique des forêts, c'est la présence de lianes. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai. Dans certaines forêts, plus de 50% de la base des forêts est couverte de lianes. Alors les lianes, elles peuvent être très très vieilles, comme celle-là. On a des très jolis exemples ici dans l'espace Krachberg de lianes que Franz a utilisé pour faire ses sculptures, qui sont extrêmement jolies, et c'est des lianes que je vois souvent en forêt.
Donc c'est très intéressant. Et alors, bien sûr, ça c'est une aristoloche qui pousse en forêt au Cameroun. L'autre caractéristique, c'est bien sûr la présence d'épiphytes. Là, vous avez une branche d'un émergent qui est entièrement couvert d'épiphytes. Alors, ce n'est pas seulement une espèce, mais c'est beaucoup. Il y a des broméliades, il y a des bégonias, il y a des fougères, il y a des orchidées, bien sûr, comme vous voyez là. C'est tout un écosystème sur un écosystème avec sa faune associée. Donc, il y a des grenouilles, il y a des fourmis, il y a beaucoup de choses qui ne vivent que dans cette partie-là de la forêt. Et encore une fois, c'est extrêmement frustrant comme botaniste. Si on n'arrive pas à avoir accès à cette strate, eh ben, on rate beaucoup de biodiversité sans pouvoir y accéder. Alors, une autre caractéristique, c'est la présence des arbres qui ont vraiment des têtes assez bizarres pour le non-expert ou l'amateur. Ici, vous avez un système racinaire, on va dire, assez commun. Les sols en forêt tropicale humide sont sont pas profonds du tout. Il y a beaucoup de lessivage, donc il y a beaucoup ça crée une dynamique. Il y a beaucoup d'arbres qui tombent en forêt. On peut voir ça, ou on les entend plutôt assez souvent. Mais une caractéristique, c'est ce qu'on appelle les racines échasses. Donc c'est vraiment une adaptation des arbres pour justement des sols un petit peu stables, avec des intempéries assez fortes, des vents très violents dans la canopée. Et donc ça permet un système de stabilisation de ces arbres, et ça crée toujours un peu c'est très fascinant de voir ces arbres. Un homme peut très facilement traverser entre les jambes de cet arbre. Et bien sûr, certains palmiers aussi ont des systèmes racinaires extrêmement développés, comme on le voit là, qui permettent une stabilisation plus importante de ces arbres. Une autre façon d'être stable en forêt, c'est de faire ce qu'on appelle des contreforts. Donc ça, c'est vraiment comme des grosses tables qui sont accolées au tronc. Bon, ils font partie du tronc, mais qui permettent aussi une grande stabilité. Et c'est aussi une grande fascination quand on est dans ces forêts de voir ces grands contreforts qui sont de temps en temps utilisés comme tambours par des populations locales, où ils tapent dessus, puis ça fait des bruits un peu de tambour. Il y a différents types de forêts tropicales humides. La forêt la plus diversifiée, avec plus de biodiversité, c'est ce qu'on appelle les forêts de terre ferme. C'est des forêts où il n'y a pas d'inondation, il n'y a jamais de niveau d'eau qui monte. C'est des sols qui sont très drainés et qui sont généralement sur des petites collines, pas très loin des cours d'eau. L'autre, c'est les forêts nuageuses. C'est des forêts qui sont sur les montagnes tropicaux, dans lesquelles on va voir en fait une accumulation de brouillard et de nuages qui vient du fait que quand l'air monte, elle se refroidit et donc elle se condense. Et ces forêts sont extrêmement mystiques, extrêmement jolies. Il y a beaucoup d'épiphytes. Elles sont beaucoup plus petites en stature, mais elles sont presque toujours sous l'eau. Donc c'est vraiment Ah oui. On revenir en arrière, non. Voilà. Et finalement, il y a les forêts inondées, qui sont des forêts extrêmement diversifiées aussi, mais qui ont une flore et une faune extrêmement adaptées. C'est des forêts qui peuvent être inondées soit toute l'année, ou alors de façon périodique, de temps en temps, durant la saison des pluies. Elles vont être inondées, donc elles ont des stratégies de vie aussi adaptées. C'est des forêts qui sont assez intéressantes parce qu'on peut y aller plusieurs fois durant l'année, et à chaque fois, elles vont changer de tête. Alors de temps en temps, elles vont être sous l'eau, de temps en temps, on peut marcher, et c'est vraiment très impactant que de retrouver dans un endroit où l'ambiance est très différente de saison entre saisons. Alors, je vous ai parlé de la biodiversité qu'elle contient. On a quelques chiffres. Là, je vous présente donc Yasuni, qui est une forêt amazonienne en Équateur, qui a été pendant longtemps, et je pense encore maintenant, qui est l'une des régions les plus biodiverses de la planète, en tout cas en termes de nombre de plantes. Et quand on compare ça à la France, c'est assez flagrant. 307 espèces d'arbres, donc des arbres qui ont un tronc de plus de 10 cm de diamètre qui ont été documentés. On parle d'espèces différentes, on ne parle pas d'individus. Et tout ça dans un petit carré qui fait 100 mètres sur 100 mètres, donc 1,0 km², qui fait plus ou moins 1,4 terrain de foot. Si on compare ça à la France, il n'y a que 136 espèces. En tout cas, la dernière chiffre que j'ai eu, c'était celui-là, qui représente 41 millions de terrains de foot. Donc c'est vraiment pas comparable quand on essaye de discuter par rapport à la biodiversité. La biodiversité dans les forêts, elle est vraiment extrêmement importante. Donc ça, c'est un chiffre qui est réel, qui a été compté. C'est pas des choses qui sont inventées
Et c'est une des raisons pourquoi les forêts tropicales humides sont extrêmement importantes pour la conservation de la biodiversité. Alors dans cette deuxième partie, je voulais vous présenter un peu comment on étudie ces forêts. Là, c'est d'un point de vue personnel, d'un point de vue d'un des botanistes sur les nombreux qu'il y en a. Et le mot d'ordre ici, c'est vraiment essayer de faire beaucoup de terrain, parce que, comme a dit Christophe, c'est vraiment ça qui nous permet de connaître ces forêts, de pouvoir les aimer, mais aussi de pouvoir les étudier. Du coup, là, je vais vous montrer une petite vidéo. Si on peut faire la manip dans le régie. Donc là, je vais vous présenter un peu comment on accède dans les forêts. Alors voilà, c'était juste pour vous donner un peu une idée. Une des moyens de transport les plus importants, c'est la voiture. Mais bon, les routes là-bas sont bien sûr compliquées. Dès qu'on part un peu des villes dans les parties tropicaux, ça devient compliqué. On s'embourbe beaucoup, donc on reste coincé dans la boue. Ce qui est des moments extrêmement angoissants, parce qu'on ne sait jamais combien de temps on va rester. Ça peut durer 5 minutes, mais ça peut durer plusieurs heures. Là, dans ce cas-là, au deuxième essai, le chauffeur il a réussi à passer. C'est des chauffeurs extrêmement agiles. L'autre point, c'est de marcher. Donc, on marche beaucoup. Si on n'aime pas marcher, on ne travaille pas en forêt. On ne devient pas botaniste, d'une manière générale. Et de temps en temps, les traversées sont extrêmement compliquées. Mais il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir traverser une rivière comme ça. Si on est vraiment beaucoup et qu'on part dans des endroits isolés, on fait appel à des porteurs. Ça, c'était pas plus tard qu'il y a un mois à Madagascar. Des gens extrêmement incroyables, extrêmement agiles aussi. De temps en temps, quand on a vraiment beaucoup de matériel, on peut y aller avec d'autres moyens de transport. L'autre moyen, surtout en Amazonie, c'est l'avion, parce que beaucoup de ces communautés sont extrêmement loin et ça prend beaucoup de temps pour y arriver en bateau, par exemple. Donc voilà, on y va en avion. Il y a le bateau, alors ça marche aussi bien en Amérique du Sud, où il y a beaucoup de grands fleuves, mais voilà, ça vient avec ses complications aussi. Mais ça nous permet vraiment d'accéder à des régions relativement reculées. Ici, on n'est pas très loin de la frontière avec le Pérou. Ça prendrait quand même beaucoup de temps d'y arriver autrement, à pied. Une fois qu'on arrive en forêt, qu'est-ce qu'on fait ? On marche. À l'opposé de ce qu'on peut croire, les fleurs ne sont pas partout à nous sauter dans les yeux. Il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour observer, pour regarder. Pas plus tard qu'il y a un mois, une étudiante me disait je ne vois pas de fleurs. Et je dis oui, il faut les chercher. Comment on les cherche ? La plupart du temps, on a des jumelles, un outil très important. On utilise aussi notre odeur, parce que de temps en temps, certaines espèces, on arrive à les sentir. Donc l'utilisation de l'odorat est important. Et donc on peut passer beaucoup de temps. On utilise les fleuves aussi, parce qu'on arrive à s'approcher de grands arbres de façon assez simple. Une fois qu'on a retrouvé notre proie, on sort ce qu'on appelle en anglais un collecting pole, le nom français m'échappe. Ça nous permet d'aller... Les Chinois, voilà. Et donc en fait on arrive à aller chercher les plantes. De temps en temps, comme je vous ai dit, la canopée est très haute. Alors on fait appel à des gens comme ça qui sont vraiment très importants, qu'on appelle des grimpeurs. Eux, ils utilisent ce système pour grimper. Et sans eux, vraiment, on ne collecterait presque pas grand-chose, parce que la plupart, en tout cas dans les familles dans lesquelles moi je travaille, la plupart de ces arbres sont extrêmement grands. Et donc eux, ils grimpent. Il y a beaucoup de sécurité, mais bon, ils mettent quand même leur vie en jeu. C'est assez stressant. Donc là, vous le voyez là, il est là, il a monté, et là, il utilise l'échenoir pour aller couper cette branche qui tombe en bas. Et en bas, il y a les botanistes, on est tout content, et on fait des documentations, on fait des observations, on prend des photos, on note beaucoup de choses, la couleur, la taille de l'arbre dans notre petit calmin, et on met ça dans des petits sacs. Alors moi, j'utilise les sacs Ikea parce que c'est extrêmement pratique, c'est pas cher et c'est hyper résistant. Ah non, mais bon, moi j'y vais que pour les sacs. C'est juste pour les sacs. Après, quand on arrive au camp, on est content, on a fait plein de collectes, donc là il y avait toutes nos collectes. Et là commence la phase de ce qu'on appelle de pressage, donc on va commencer à presser les plantes. Le but du jeu, c'est de mettre la plante dans un papier journal. Alors on va essayer de les plier et tout ça, donc il y a pas mal d'activités à ce niveau-là. Et une fois que tout ça c'est sec, on les met dans de l'alcool. Ça c'est parce qu'on doit les conserver sur le long terme, parce qu'on n'a pas de séchoir portable en tout cas à côté. Une fois qu'on arrive de nouveau à la capitale, on va à l'herbier où on collabore, et on sort toutes les plantes pressées, et on va commencer à constituer la presse. Donc là, c'est vraiment la partie où on va appuyer sur ces spécimens pour les rendre plats, parce qu'ils doivent rentrer sur une feuille de papier ensuite. Donc on appuie dessus, et ces presses-là vont aller dans le séchoir.
Voilà, donc ça c'est un des séchoirs qui est à l'université de Quito, de la Católica à Quito, en Équateur. On laisse ça quelques jours, ça dépend de la vitesse de la presse. Et une fois que c'est sec, là, mon étudiante, elle va commencer à regarder si c'est vraiment sec. Donc, elle va toucher, elle va entendre s'il y a un petit craquement, et ça veut vraiment dire que c'est sec. Maintenant, une fois comme ça, on va à l'herbier, et la plante, elle est prête à être conservée à l'infini si elle est bien conservée, c'est-à-dire dans des températures correctes. Et elle va procéder au montage sur une planche d'herbier. Donc là, elle prend, donc on met les feuilles. S'il y a des parties un peu libres, on les met dans des petites enveloppes. Et on accole une étiquette. Et cette étiquette donne tous les renseignements, où on a collecté, quand, et la taille de l'arbre. Et la couleur des fleurs et tout ça. Et ça nous permet de les regarder, de les consulter, de les identifier. Et une fois qu'on a fini avec ça, on va les insérer dans un herbier. Oups, ça allait un peu vite. L'herbier qui est en fait... On peut retourner maintenant à la présentation, qui est l'outil de travail principal du botaniste. Alors, les herbiers, la plupart du temps, reçoivent des problèmes de financement aussi. Par contre, c'est vraiment le seul outil très important qu'on utilise en botanique. Alors là, vous avez une planche d'herbier montée, comme je disais, avec son étiquette, des différentes parties. On a plein d'informations qu'on peut retirer des herbiers, non seulement actuellement, mais aussi dans le passé. On collecte des herbiers depuis plus de 500 ans. Donc on peut avoir, par exemple, des indications sur où poussaient les plantes avant. Tout ça, c'est stocké donc, dans l'herbier. Ici, l'herbier de Paris, le plus grand du monde, avec 10 millions, 11 millions maintenant ? 8. Bon. Allez, 10 millions. 8 millions. J'ai exagéré. Mais bon, ça reste quand même la collecte la plus grande d'herbiers au monde. Et donc, on utilise ça pour faire de la recherche en botanique, la recherche sur l'impact des changements climatiques, mais aussi l'évolution. J'utilise aussi les herbiers pour extraire de l'ADN, pour faire beaucoup de choses. Donc, c'est multi-usage. Et c'est très loin de cette idée que c'est un vieux outil qui ne sert plus à rien, et c'est complètement le contraire. Et on utilise ça principalement aussi pour l'enseignement. Donc là, à l'université en Équateur, où on apprend aux étudiants comment on peut reconnaître des plantes et les grandes caractéristiques des familles. Alors, j'en viens maintenant à la partie un petit peu concrète de pourquoi est-ce que ces forêts sont importantes. Je vous ai montré qu'est-ce que c'est, comment on les étudie. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont vraiment si importantes à protéger? Alors la première chose, qui est toujours dit, même maintenant, c'est les poumons de la Terre. Ok, c'est pas vraiment vrai, d'accord? Les océans sont beaucoup plus importants pour la génération d'oxygène. Les forêts participent entre 20 et 30% au total de la production d'oxygène. Alors c'est un rôle important, il ne faut pas le nier, mais dire que c'est les poumons de la Terre, c'est pas vraiment vrai. Les vrais poumons, c'est les océans, qui aussi font face à leurs problématiques de conservation. Quand les océans vont changer de dynamique, là, on va vraiment souffrir en termes d'impact. Une collègue à moi disait qu'en fait, les forêts tropicales humides, c'est des glandes sudoripares. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins sexy de dire « ah, c'est des glandes sudoripares », mais c'est la réalité parce que les forêts, en fait, jouent un rôle extrêmement important dans la circulation de l'eau. Alors, pourquoi ? Tout d'abord, parce que les plantes, elles transpirent, elles ont des stomates, et quand il y a un excès d'eau, elles vont libérer cette eau-là. Donc cet excès d'eau retourne, et donc elles vont participer vraiment à ce processus d'évaporation et de transpiration qu'on peut voir ici. Alors bon, ça c'est peut-être une exagération, mais en gros, c'est un peu ce qu'on pourrait penser, c'est que ces forêts vraiment vont dégager beaucoup d'humidité. D'ailleurs, quand on pénètre dans une forêt tropicale humide, ou d'ailleurs dans n'importe quelle forêt, on va tout de suite sentir cette fraîcheur et cette humidité. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique importante, qui est importante aussi pour nous, parce que quand on coupe ces forêts, bien sûr, on se retrouve avec des sols secs, un air sec, et il fait beaucoup plus chaud, et donc ça, on n'aime pas, donc on achète la clim, etc., et ça crée pas mal de problèmes. Donc les forêts sont des régulateurs climatiques, alors au niveau local, mais aussi au niveau mondial. Donc je vais vous donner deux petits exemples, un au niveau local, c'est l'exemple de l'île de Bornéo en Asie, qui est un très bon modèle d'étude, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques décennies, elle était forestée à 100%. Donc il y avait presque que de la forêt, on va dire, presque. Et au fur et à mesure des années, malheureusement, on a continué à déforester, jusqu'à plus de 50% maintenant des terres ont été déforestées. Et grâce aux études climatologiques qu'on a réussi à faire sur cette île durant cette époque, on a pu remarquer vraiment qu'il y avait des tendances extrêmement précises sur comment est-ce que le climat réagissait. Il y a une baisse des précipitations quotidiennes, il y a une augmentation des températures extrêmes, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi,
par rapport au changement climatique, qu'il y aura beaucoup plus d'époques de canicules, de canicules qu'avant. C'est la même chose ici, les températures vont vraiment varier beaucoup plus fréquemment, et une augmentation des températures quotidiennes. Donc en gros, il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec dans l'île qu'avant, avec tous les problèmes que ça a créé, notamment en termes d'agriculture. Ça, c'est une étude qui a été faite sur l'impact des forêts tropicales humides, mais au niveau mondial. Et cette carte, elle est très intéressante parce que les auteurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris comme hypothèse, ici, on déforestait toute l'Amazonie. Alors les couleurs, ça ne se voit peut-être pas très bien, mais l'Amazonie, c'est en vert, et les impacts néfastes sont ici donc ça, c'est des précipitations, des gouttes, c'est des augmentations de précipitations, et les petites vagues, c'est des sécheresses. Et on voit en fait que l'impact de la déforestation de l'Amazonie aura vraiment quelque chose d'important au niveau mondial, voire jusqu'en Asie du Sud-Est. Il y aura des sécheresses, par exemple, dans le Midwest américain, qui, bien sûr, est l'endroit où il y a la plus de culture aux États-Unis. Et donc ça aurait des impacts extrêmement négatifs. De même avec l'Afrique et aussi avec l'Asie du Sud-Est. Donc toucher aux forêts, on est vraiment en train de toucher à un système mondial, ce n'est pas seulement au niveau local. Et ça, c'est vraiment un des points les plus importants, et c'est pour ça aussi que les pays du Nord comme du Sud devraient être très préoccupés par la disparition des forêts tropicales humides. L'autre rôle important qu'ont les forêts tropicales humides, c'est des puits de carbone. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent dit et qui, cette fois-ci, est vraiment vrai. On sait qu'une plante, ça va respirer, donc ça va prendre du dioxyde de carbone et libérer de l'oxygène durant la journée. Et donc, en fait, elles vont fixer ce carbone et en faire des sucres. Pour leur survie, elles vont faire des sucres, des fibres, etc., du bois. Et tout ça, c'est stocké dans la plante. Donc en fait, elles vont vraiment venir chercher le carbone et le stocker. Et on sait que la libération du carbone est directement liée à la température, donc ça c'est l'effet de serre. Le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère fait augmenter les températures, ça c'est un fait qu'on connaît. Donc en fait, quand on coupe les forêts, on va libérer beaucoup de carbone dans l'atmosphère, qui a pour effet d'augmenter les températures. Donc ce qui va vraiment permettre la sécrétion du carbone, c'est la croissance des plantes et la croissance des plantes, de la plantule à l'arbre. Alors il y a malheureusement des chiffres très alarmants. Grâce à des réseaux de parcelles, de mesure de la dynamique des forêts, donc ça c'est un travail énorme qui demande la participation de beaucoup de gens, de beaucoup de chercheurs dans beaucoup de pays. Ils ont réussi en fait à estimer que plus ou moins une forêt va sécréter plus ou moins 0,57 tonnes de carbone par hectare. Et dans les années 90, cela représentait, si on compte toutes les forêts tropicales humides du monde, ça permettait d'absorber plus ou moins 17% des émissions. Malheureusement, 20 ans plus tard, on voit que ces mêmes hectares en fait, n'ont plus du tout la même capacité à absorber ce carbone. Elle a diminué de 33% à 0,38. Et malheureusement, ça ne représente plus que 6% des émissions. Alors pourquoi c'est pas linéaire ? Tout simplement parce qu'il y a aussi moins de forêts, donc il y a eu beaucoup de déforestation, et ces forêts qui restent sont moins efficaces. Donc là, on commence vraiment à aller dans une zone extrêmement rouge, et ça c'est dans les années 2010. Il y a peu de données encore ou de recul sur les années qui ont suivi, bien sûr, mais en tout cas, ça c'est la réalité de la chose, qui a été prouvée grâce à ce vaste réseau de parcelles dynamiques. Alors je vous ai parlé un peu des différences. On a remarqué que l'Amazonie est en déclin depuis les années 1990. Donc ça aussi, c'est montré par les parcelles. On voit qu'elles sont moins efficaces et elles jouent plus vraiment leur rôle en tant que puits de carbone. Dans le bassin du Congo, c'est arrivé un peu tard et c'est un peu différent, notamment parce que les forêts en Afrique ont été soumises à des changements climatiques un petit peu plus drastiques qu'en Amazonie durant leur parcours évolutif. Et donc les arbres qui s'y trouvent ont une dynamique un petit peu différente. D'où l'importance de comprendre l'histoire évolutive de ces forêts, pas seulement dans une région, mais au niveau global. Et donc on remarque aussi qu'il commence à y avoir une diminution au niveau de la capacité de ces forêts dans le bassin du Congo à capter le carbone. Ici, juste une projection dans le futur, d'ici 2050. C'est la projection des pertes de carbone à travers le monde. Alors, vous voyez que plus c'est rouge, plus c'est foncé, plus on va perdre de carbone. Et on voit que c'est bien distribué là où il y a des forêts. Bien sûr, il y a les forêts boréales ici, de pins,
qui sont aussi des sources importantes de séquestration de carbone. Mais on voit que là où c'est le plus rouge, c'est dans les zones de forêt tropicale humide, notamment ici au Congo, dans le bassin du Congo et au Gabon et au Cameroun. Et ici, dans une partie de l'Amazonie, on va perdre énormément de carbone. Ça, c'est basé sur des modèles, en fait, qui a été publié il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, sur des modèles en fait, de végétation et comment la végétation va réagir au changement climatique. Donc on est vraiment dans une situation alarmante et il faut vraiment faire quelque chose assez urgemment. Alors, ça c'était une partie un petit peu théorique, mais et on va dire concrète sur l'impact des changements climatiques. Ça va nous impacter, ça c'est sûr. Par contre, il y a aussi d'autres importances, et notamment parce qu'il y a des millions de personnes qui vivent dans les forêts tropicales humides ou qui en dépendent directement. Donc si on dit bon, on va déforester, c'est pas grave, ça c'est les gens qui vivent là-bas qui vont être impactés, et ça peut être, certaines personnes ont avancé cette idée de écocide. L'autre chose qu'on perdra, en fait, c'est que ces communautés, ça c'est quelque chose qui a été montré, c'est que les communautés indigènes sont les plus aptes à protéger la biodiversité. Elles le font extrêmement bien, ça a été montré récemment, que les communautés indigènes protègent bien mieux les forêts, la biodiversité que les gouvernements. Et donc ça, c'est parce qu'elles ont une bonne connaissance en matière de gestion, elles vivent là-bas depuis des millénaires, et elles savent exactement et comment gérer cette forêt. Donc ça aussi, c'est une connaissance qu'on risque de perdre, bien sûr, si ces populations sont déplacées ou sont enlevées de leur milieu ancestral. Alors, comme un exemple, ici, vous avez une maison Waorani, à Yasuni, qui est faite entièrement de feuilles de palmier. Alors, on peut se dire, oui, mais cette population de palmiers, elle a dû être décimée. En fait, non, parce qu'en discutant avec ces gens, ils vous expliquent qu'on sait très bien que le palmier, il va avoir autant de feuilles par an, donc je vais en prendre 2 ou 3 et je vais laisser la plante. Un toit comme ça, quand il est bien entretenu, ça peut durer entre 10 et 15 ans. Et donc, en fait, eux, ils sont vraiment dans ce cycle. Okay, dans 10 et 15 ans, il faut qu'on puisse refaire le toit, il faut que je puisse revenir travailler avec cette population ou exploiter cette population de manière durable. Donc, c'est vraiment des stratégies. Alors, c'est peut-être simple ici, mais c'est quand même quelque chose auquel on pourrait penser à s'appliquer à la gestion de la forêt en général. Encore par rapport du côté un peu sciences humaines, il faut aussi savoir que les forêts tropicales humides, c'est l'origine de beaucoup de plantes cultivées qu'on consomme de façon très journalière ici. Le maïs et le riz. Alors ce maïs, c'est plus tropical, c'est pas forcément forêt tropicale humide, mais c'est tropical. Le riz aussi. Le cacao, c'est une essence tropicale de forêt tropicale humide. La banane, le manioc ou l'igname, en dépendant du continent. Le palmier à huile, c'est un palmier, il a une mauvaise réputation, mais bon, voilà, c'est quand même un endroit extrêmement important pour beaucoup de populations, ainsi que d'autres. Donc, le problème, c'est que si on détruit ces forêts, on détruit aussi les espèces apparentées, et donc ça nous donne moins de possibilités pour faire, par exemple, tout ce qui est gestion des maladies au sein de ces espèces. Donc, c'est un vivier extrêmement important qu'on risquerait de perdre. Alors ça, maintenant, ça devient un peu plus cliché, mais avant, ça ne l'était pas. Le contrôle des maladies. Alors on sait que 60% des maladies sont issues des animaux, c'est des zoonoses. Le Covid, c'est un joli exemple qu'on a tous vécu maintenant. Et on sait que les maladies, en fait, ont augmenté, ont été multipliées par 4 ces dernières années. Ici, un tableau de Olaf Hajek qui a été publié dans le New York Times qui vraiment illustre très bien cette connexion intime qu'on a avec la forêt, avec l'homme, la main de l'homme qui va venir toucher à cette forêt et qui va mettre en place toute une boucle d'associations et qui va au final venir nous piquer ou alors nous infecter d'une maladie. Donc respecter la nature, c'est bien sûr faire attention qu'on ne se mette pas en danger. Et la déforestation, c'est vraiment une des causes de cette augmentation, parce qu'elle va augmenter le contact entre l'homme et ses maladies. L'homme pénètre dans des endroits où elle ne devrait jamais pénétrer, ou en tout cas pas de façon massive, et encore moins de sortir ces animaux de leur environnement. Beaucoup de ces animaux, comme la chauve-souris, vivent naturellement avec beaucoup de virus. Elles ont une température du corps qui leur permet de vivre avec ces virus. Or, ce n'est pas le cas pour nous. Donc, quand on pénètre dans ces forêts, on se met en contact. Et voilà, donc une des hypothèses, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de désinformation par rapport à ça, mais une des hypothèses qui a été émise, c'était que le Covid est venu de pas mal alors c'est pas très clair, mais il y avait l'histoire d'un pangolin à un moment, du chauve-souris, bon voilà.
il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Donc ça c'est très important. Et juste un moment, une réflexion, si on imagine le budget qu'on a mis globalement pour combattre le Covid, qui était de trillions et des trillions de dollars, si on se dit, en fait, si on a mis juste une fraction de ça pour la protection des forêts, d'une manière intelligente, parce que ce n'est pas juste protéger pour protéger, mais protéger pour que les populations qui en dépendent et qui y vivent puissent aussi continuer à vivre leur vie, on aurait peut-être pu éviter beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est une leçon qu'on devrait apprendre assez rapidement, parce que sinon, les Covid, on va en avoir à répétition. Je termine un peu ça sur l'autre aspect des forêts tropicales humides que je mets en avant, c'est l'inspiration et l'imagination. Alors moi, j'ai été victime des forêts, j'ai pénétré en Amazonie pour la première fois quand j'avais 15 ans. J'étais déjà très attiré par la biodiversité, mais ça m'a vraiment focalisé, ça m'a émerveillé. Et dès l'âge de 15 ans, je savais que c'était dans cet environnement que je voulais vivre. Ça m'a vraiment inspiré pour ma carrière. Mais je pense que en tout cas, il y a beaucoup de scientifiques très connus qui ont été inspirés. Mais je tiendrai à citer quand même Darwin et principalement Wallace. Wallace, cofondateur ou découvreur de la théorie de l'évolution, a passé beaucoup de temps en Amazonie, mais aussi en Asie du Sud-Est. Et c'est vraiment ce contact intime qu'il a eu avec les forêts tropicales humides, la grande biodiversité et la variation intraspécifique des espèces qu'il côtoyait au jour le jour, qui lui a fait vraiment réfléchir à cette théorie. Et Darwin, lui, il a une étape un peu plus courte en Amazonie, mais il a aussi été émerveillé quand on lit son journal. C'est assez rigolo de voir comme il était un petit peu fou et il criait en disant qu'il était complètement émerveillé. D'autres personnes que je cite un peu, voilà, j'aurais pu citer Franz Krashberg, bien sûr. On est là, vous voyez, bon pas ici, mais là vous allez voir ses œuvres. Mais celui qui m'inspire de façon un peu rigolote, c'est Henri Rousseau, qui lui n'est jamais allé dans une forêt tropicale humide, mais qui, en se baladant dans le jardin des plantes et en visitant les serres, était émerveillé. Et pour lui, il met vraiment en avant ce côté un peu mystique, un peu bizarre aussi. Il avait des idées un petit peu bizarres des forêts, donc c'est assez rigolo. Ça marche très bien avec les enfants, ça. Alors mes enfants, ils ont beaucoup apprécié Henri Rousseau. Pour un peu ça. Et puis bon, voilà, le comte de Clarac qui lui avait ramené du Brésil un premier dessin un peu réaliste de ce qu'était une forêt tropicale humide et qui présentait ça en France et les gens étaient vraiment très émerveillés. Thomas, pardon, je rajoute juste plus près de nous, en ce moment au Petit Palais, il y a une exposition, c'est l'autre Rousseau, c'est Théodore, autour des forêts et de son impact. Alors c'est la D'accord. Fontainebleau notamment, mais je vais y aller. Précurseur justement au nom de l'art à faire protéger cette forêt. Et je crois qu'elle y a encore et c'est très bon. D'accord. Moi, j'aurai pas le temps cette fois-ci, mais quand je reviendrai en mi-juin, j'irai le voir. Je voulais juste terminer cette partie un petit peu sur un peu la perception sur les 10 prochaines années. Est-ce qu'elles vont être cruciales ou pas? Alors plus récemment, il y a un mois ou deux, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu pas mal d'articles de journal qui disaient « Ah, l'Amazonie, les taux de déforestation sont au plus bas ». Ça fait le tour du monde. Le gouvernement brésilien était très content de l'annoncer. En 2023, en effet, il y a une baisse de la déforestation. Et ça m'énervait quand même pas mal parce que ça donne un peu cette idée de « c'est bon, on a gagné ». Le Brésil a compris, tout le monde a compris, tout le monde est content, ça marche. Et en fait, ça cache vraiment une autre histoire qui n'est pas du tout la réalité. En deux points. Tout d'abord, ça c'est les comparaisons de déforestation, donc elle a augmenté en fait entre 2022 et 2023. Par contre, ce que vous voyez, c'est la part du Brésil qui diminue significativement. Ok, très bien, mais on voit que la République démocratique du Congo, ça augmente, la Bolivie, ça augmente. Donc en fait, ce n'est pas un combat d'un pays. Et ce n'est pas parce que le Brésil, ils ont réussi à cause d'une volonté politique différente des années d'avant qu'on a gagné. Ça, c'est vraiment la réalité, c'est que les forêts, il faut les voir dans leur ensemble. Et ce n'est pas parce qu'un pays va bien que l'autre va forcément bien. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe au Brésil... Ah non, ça a changé. Ah mince. J'ai l'impression que mes animations ne marchent pas. C'est parce que je suis passé à un Mac. Oublala. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai lu dans le journal deux choses. Un, que le Cerrado, qui est un biome de savane au Brésil, a été complètement dévasté en 2023. Donc on dit, ouais, les forêts, c'est moins
Les forêts tropicales humides, l'Amazonie c'est moins, mais le Cerrado a souffert, qui est aussi un écosystème extrêmement biodivers avec énormément de plantes endémiques, un rôle extrêmement important aussi, qui a été complètement décimé, qui continue à l'être. Et en même temps, j'ai lu un autre journal qui disait que le début de 2024 a été extrêmement dur pour le Brésil. On a perdu énormément de forêts à cause d'un phénomène d'El Niño, donc qui dit Niño, qui dit aussi beaucoup de pluie dans certains endroits, mais sécheresse dans d'autres. Donc il y a beaucoup de feux de forêt. Et la politique au Brésil qui commence un peu à vaciller aussi. Et donc on est redevenu, en tout cas les quelques premiers mois là de 2024, on est retourné à business as usual apparemment. En termes de projection, donc la COP26, cette réunion de gens qui pensent qu'en parlant on va y arriver et en jetant plein d'argent, enfin moi c'est comme ça que je le vois, ils ont dit ok, on va stopper la déforestation tropicale en 2030, à la fin de la décennie. Ok, super, tout le monde était content, ça a fait le tour des journaux. Est-ce qu'on y est? Ben non, on voit que le trend en fait ne diminue pas, et en fait elle va même augmenter, hein. Et que pour y arriver, il faudrait qu'on adopte cette trajectoire, ce qui semble assez réaliste. Donc encore une fois, on va être content pour des choses qu'on ne pourra jamais réussir à faire. Donc oui, les prochaines années vont être cruciales. Christophe en a touché quelques mots aussi, cette histoire de dans les 10 années qui viennent. Alors à chaque fois je dis pareil, mais ça fait plusieurs années que je présente ça, donc je dirais peut-être même maintenant dans les 7 années, dans les 6 années. Je ne sais pas s'il faut que je change ça, mais en tout cas, on est vraiment à un moment, il va falloir faire quelque chose. Alors beaucoup de choses de ce que je vous ai parlé aujourd'hui, de ce que je vous ai présenté, de mes recherches, c'était assez global. Alors on pense globalement, mais plus récemment j'ai dit il faut vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus local, vraiment mettre la main à la pâte et essayer de faire de la conservation. Alors c'est pas quelque chose quand on habite là-bas, ou c'est pas quelque chose qu'on peut faire n'importe comment. Moi ça m'est arrivé un jour en visitant, pour mes recherches, j'ai visité une partie de l'Équateur, donc ça c'est les Andes, ici, là vous avez la capitale Quito, ça c'est l'Amazonie, et ici vous avez la partie côtière de l'Équateur. Donc ici on est à 200 mètres d'altitude, là ça monte à plus de 6000 mètres. Elle abrite une forêt tropicale humide qu'on appelle le Choco, qui s'étend aussi en Colombie, qui est une forêt extrêmement biodiverse avec énormément d'endémicité. D'ailleurs, un petit peu plus au nord, là, en Colombie, c'est un des endroits où il pleut le plus au monde, avec 9 mètres de pluie par an. Donc, qui dit beaucoup de pluie, dit aussi beaucoup de biodiversité. Et donc, dans cet endroit, qui a été complètement décimé par la déforestation, ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est un paysage qui est impacté par l'homme. L'homme est passé partout. Alors, vous voyez qu'ils vont vraiment aller déforester tout et n'importe quoi. Donc là, ils sont allés vraiment au top de la montagne. Ils ont laissé ce petit palmier, Athalea colenda, à ma grande surprise, et ils ont mis quelques vaches dessus. Ici, vous avez une forêt, un fragment de forêt, je vous parlerai un peu plus tard, mais vous voyez que tout autour, ça a été déforesté, notamment pour tout ce qui est culture de bananes, ou alors pour l'élevage de vaches. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Anelio Lor. Alors Anelio, c'est quelqu'un qui a grandi là-bas, sa famille vient de cette région, de Manabí. Lui, c'est un parataxonomiste, donc c'est quelqu'un qui travaille dans la biodiversité, mais il n'a pas de diplôme. Il a appris au fur et à mesure du temps. C'est quelqu'un qui arrive à reconnaître énormément d'espèces d'arbres, bien plus que moi. Il connaît extrêmement bien la biodiversité, mais il n'a pas de diplôme. Et lui, c'est un vrai passionné. C'est un passionné, moi j'appelle ça vraiment les héros de la conservation. Alors il y a plusieurs types de héros. Il y a les Jeff Bezos, on va dire, qui ont beaucoup d'argent, qui font des choses. Mais alors lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Il vient d'une famille très très modeste, mais il donne tout. Alors là, il donne tout. Et en plus, il est extrêmement gentil. En espagnol, on dit un pan de Dios, un pain de Dieu, parce qu'il est vraiment très gentil, très charismatique. Et on parle 5 minutes avec lui et on est à fond dans tout ce qu'il dit. Parce qu'il parle vraiment du cœur. Et c'est un vrai héros parce qu'il donne tout ce qu'il a et il n'a pas grand-chose. Alors lui, quand il a fini de travailler pour l'université, où il est devenu parataxonomiste, il est rentré dans son village, on va dire, natal, ou sa région natale, et il a acheté un terrain. Bon, bien sûr, à l'époque, il a acheté un terrain qui était déforesté pour tout ce qui était élevage de vaches, parce qu'il fallait bien qu'ils vivent, mais il a acheté un fragment de forêt primaire, on va dire primaire. On peut discuter sur la définition de primaire, mais en tout cas une forêt qui n'avait pas été coupée à l'époque, que vous voyez là, et il la protège. Il la protège vraiment, il y met tout.
des gens viennent, lui disent allez, coupe cette forêt, on va mettre des vaches et on sépare les bénéfices, tu vois, tu vas gagner plus d'argent. Il dit non, non, non. Même au détriment de sa famille, il met sa forêt avant lui. Donc c'est vraiment une cause importante. Donc là, vous avez sa forêt qui s'appelle Esperanza, et vous voyez que de part et d'autre, il y a vraiment de la déforestation intense. Aujourd'hui, il y a 14 hectares. Quand on rentre dans cette forêt, on a vraiment l'impression d'être en plein milieu d'une forêt tropicale humide, et c'est très dur d'imaginer qu'à 100 mètres, il y a des vaches et de l'herbe. C'est vraiment un endroit où on se sent bien, et je serais très heureux d'aller visiter ça avec toi en septembre pour que tu voies. Alors c'est un autre écosystème. On ne parle plus de l'Amazonie où on a quand même relativement pas mal de forêts encore. Ici, c'est les derniers fragments qui restent. Et là, vraiment, le concept de 5 ans, il n'y a plus rien, c'est vraiment vrai. On a vu ça avec Anelio, on a vu des parcelles de forêt être vendues et être coupées pour littéralement mettre 1 ou 2 vaches dessus. Et même si on discute avec ces gens, non, 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 les forêts, on doit les couper. Donc, c'est assez dramatique. Anelio, avec son argent propre, a construit cette station de recherche lui-même, en prenant de l'argent. On ne sait pas d'où, mais il l'a eu. Et alors, il a une famille, là, vous voyez, il a 2 filles et un fils. Et en fait, il a construit cette station parce qu'il savait bien que des gens comme moi, s'il n'y avait pas vraiment où loger, on aurait du mal à venir, notamment pour les étudiants et les chercheurs. Donc il a sorti cet argent, il a construit ça. Donc c'est assez rustique, mais on y vit très bien. Il y a des chambres individuelles, il y a des toilettes sèches, il y a des douches, il y a tout ce qu'il faut, tout d'une façon écologique. Il y a une cuisine avec une dame de la communauté qui vient cuisiner pour nous, extrêmement bon, un peu gras, mais bon voilà, c'est comme ça qu'ils mangent là-bas, mais c'est extrêmement bon. Donc c'est ce qu'on appelle une station de recherche un peu communautaire, parce que ça vient de la communauté, ça vient d'Anelio. Ah ben voilà, on parle des forêts et il y a le bon déluge, ça va bien avec l'ambiance. Alors bien sûr, dans cette forêt, il y a beaucoup de biodiversité. Nous, on a découvert même une nouvelle espèce d'arbre dans son petit fragment, ce qui était assez incroyable. Mais ça montre qu'en fait, c'est des endroits qui sont abandonnés non seulement des politiques publiques, mais aussi des scientifiques. Peu de scientifiques vont s'aventurer là-bas. Pourquoi ? Parce que pour eux, tout a été défriché, il n'y a rien à voir. Or, nous, on a montré avec pas mal d'autres collègues botanistes qu'en effet, il y a beaucoup de choses encore à découvrir et il y a encore beaucoup de travail à faire dans ces fragments. Mais une question auquel j'aurais voulu discuter... Ah oui, mais les stars du site... étant botaniste, c'est les stars du site, malheureusement, ou heureusement, c'est les singes araignées à tête brune et le singe hurleur. Alors, c'est 2 sous-espèces, il y a ces mêmes espèces en Amazonie, mais là, c'est des sous-espèces, on est dans le Choco, il y a les Andes qui nous séparent, il y a des différences morphologiques entre les sous-espèces de chacune de ces espèces, et en plus, c'est des espèces qui sont en danger, bien sûr, parce que tout leur écosystème a été détruit. Et ça, c'est très important, ça, c'est pris dans la station de recherche de Anelio. Ça a été pris par mon fils Luca qui avait fait un stage là-bas, parce qu'on pouvait aussi faire du volontariat, on peut faire des stages. Et lui, il a suivi un peu cette population durant son stage, les compter, voir comment ils se déplaçaient dans cette petite parcelle. Mais ce qui est important, c'est qu'elle permet de ramener pas mal d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens, la forêt, ok, mais quand on parle des singes hurleurs, là, ils sont extrêmement intéressés. Donc on a eu quelques aides d'ambassades et d'autres fondations. J'aurais peut-être dû mettre ça un petit peu avant. Une autre personne clé, donc là vous avez Anelio. Une autre personne clé, c'est Andrea Narvaez. Andrea Narvaez, c'est une docteure en zoologie qui a fait sa thèse sur les reptiles. Et elle a créé sa fondation qui s'appelle Fondation Great Leaf. Et en fait, ça, c'était vraiment un peu le puzzle manquant, parce que moi, de formation, je ne suis pas une ONG, je ne peux pas passer tout mon temps dans cette forêt, mais on s'est alliés avec elle et on s'est mis ensemble, on a écrit des projets ensemble, portés toujours par leur fondation. Moi, je ne suis qu'un collaborateur. Et on a réussi petit à petit à convaincre les gens de se battre avec la cause d'Anelio. L'IRD, par exemple, a participé à payer un salaire à Anelio pour qu'il se détache un petit peu, pour qu'il ait plus de temps pour s'occuper des forêts. On a mis en place beaucoup de projets de recherche. Alors, une question qu'on m'a souvent posée, c'est des tout petits fragments. Est-ce que ces forêts ne sont pas vouées à disparaître, soit par l'action de l'homme, ou alors tout simplement de façon écologique? Il n'y a plus de processus écologique. Alors ça, c'est une très bonne question, et une question qu'il fallait qu'on adresse rapidement. Alors, encore une fois, Anelio, le héros, lui, il a décidé, quand il a acheté son terrain, encore une fois, avec peu d'appui de l'extérieur, il a fait ce qu'on appelle une parcelle permanente. Donc c'est 1 hectare, 100 sur 100,
à l'intérieur de laquelle on compte et on recense toutes les espèces de plantes supérieures à 1 cm. C'est un travail vraiment de fourmi qui prend beaucoup de temps. Il a fait ça tout seul, plus ou moins, en 2014. Et quand moi, je suis arrivé dans les années, en 2018, je lui ai dit, il faut refaire ça. Donc, grâce à un projet qu'on a eu, on a mis un étudiant, donc Ignacio Corral, qui est un botaniste équatorien, qui vient juste de terminer sa licence. Et bien lui, il a passé 3 mois dans cette forêt avec toute une autre équipe, je vous présenterai après, à recompter tout ça. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça une fois en 2014, on mesure la taille des arbres, on mesure le diamètre et on compte combien il y a d'individus et on identifie toutes les espèces. On refait l'exercice quelques années plus tard, normalement ça devrait être tous les 5 ans. Bon là, on l'a fait un petit peu après, à 7 ans, et on recompte et on remesure. Et donc, comme tout est tagué, comme on sait où et tout, on sait qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui continue et qu'est-ce qui grandit. Et grâce à ça, on arrive en fait... voilà, donc on mesure tous les arbres. Donc là, vous avez l'équipe. Là, il y a Nélio qui a commencé, une VI à moi, Alix Lonziguez, et des étudiants, et ainsi que des volontaires. Ils se sont tous acharnés à compter, à mesurer tous ces arbres de plus de 1 cm. Donc 1 cm, c'est tous les arbres qui font à peu près plus que ça. Donc c'est beaucoup. Et donc, je vais vous passer un peu les détails, mais on a vu qu'en 2014, on a compté plus ou moins 4200 individus, et en 2023, on a compté 4383. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est positif, ça veut dire qu'il y a plus de recrutement, et on a montré que le taux de recrutement, c'est-à-dire que le nombre d'individus nouveaux qui arrivent dans la parcelle, était supérieur au nombre d'individus qui meurent. Donc ça montre qu'il y a un processus écologique positif, qu'il y a un recrutement, et en plus, on a pu montrer que les familles dominantes, que les plantes, on va dire, pionnières, donc les plantes qui arrivent premières, ont été remplacées par des plantes qui étaient plus caractéristiques des forêts matures. Donc grâce à ces données, je crois que c'était un des arguments que j'ai montré à Christophe et à Green Sanctuaries pour dire oui, ça vaut la peine de protéger ces forêts, si ce n'est pour ça, mais en plus de toute la biodiversité qu'elles contiennent. Donc malgré la petite taille de ces fragments, c'est des forêts qui sont importantes à sauver. En ce moment, non seulement parce qu'ils ont des processus écologiques importants, mais parce qu'elles procurent des services écosystémiques, bien sûr, à la population. On a vu ça un petit peu plus tôt. Pour terminer, avec Great Leaf, on fait beaucoup d'éducation environnementale. Encore une fois, Christophe, il en a parlé. On présente la forêt aux enfants. Comme c'est des endroits fragmentés, il y a des îlots de forêt, ça veut dire que les enfants ont tendance à vivre plus en dehors de la forêt que dedans. Donc rentrer dans la forêt avec eux, alors qu'ils sont juste à côté, c'est quand même une aventure importante pour qu'ils connaissent en fait cette forêt et qu'ils apprennent à l'aimer pour les protéger, parce que bien sûr, c'est la future génération. Donc aussi, on les fait grimper dans les arbres. On collabore avec un zoologue qui est spécialiste des canopées. Donc lui, il a toute une machinerie pour grimper dans les arbres. Il met des caméras traps. Enfin, c'est assez incroyable. Donc on les fait monter. Et puis il faut voir la joie des enfants lorsqu'ils ont une perspective complètement différente sur la forêt. Bon, c'est pas très très haut. Hein, on fait attention, mais ils sont quand même contents. On a aussi des projets de reforestation. Donc Anelio a légué une partie de son terrain à Great Leaf. Je m'embête des pinceaux, pour faire des projets de reforestation. Donc ça, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait ici, mais c'est vraiment un processus de très longue haleine. C'est très dur. Je suis allé avec toute ma famille, ma femme, ma fille et mon fils qui est là, pour participer un petit peu. On n'a pas fait beaucoup, mais on a participé pendant 2 jours. Et ces 2 jours étaient très intenses. On doit creuser des trous, on doit planter des arbres, on doit faire une pépinière avec des essences locales, des forêts locales. Encore une fois, l'importance de ces forêts, c'est parce qu'elles vont permettre la reforestation je vous montrerai une image après, des essences qui sont là de façon naturelle. Et donc voilà, on passe beaucoup de temps dehors. Et après, une fois que les arbres sont plantés, il faut les aider, il faut faire attention. S'il y a une vache qui s'échappe, qui vient, qui mange tout, voilà, il y a beaucoup de choses. Aussi les mauvaises herbes qui poussent et qui poussent. Donc c'est un travail vraiment de très longue haleine. Voilà juste une photo drone. Donc là, vous avez la forêt d'Anelio, donc qui est juste à côté. Ça va vraiment favoriser en fait une dynamique naturelle de reforestation. On donne un petit coup de main en plantant quelques-unes des essences là et en les tenant. Mais la forêt va nous donner des graines, mais elle va aussi nous donner des disperseurs, des chauves-souris, des oiseaux et aussi bien sûr les singes qui vont venir s'approprier cette forêt. Alors ça, c'était au début, et ça, c'est après. Alors bien, ce jour-là, malheureusement, quand je suis retourné, il y avait des nuages et mon drone, il ne voulait pas monter plus haut. Donc juste là, on zoome ici.
Et on voit déjà que, voilà, on a aussi planté des bananiers, mais ça c'est juste un effet de protection en fait, et de faire un petit recouvrement d'ombre pour favoriser les espèces de sous-bois pour pousser. Mais on voit ici qu'on commence déjà à avoir quelques résultats avec pas mal d'arbres et d'arbustes. Ça c'est à peine 1 an et demi après. Donc on a fort espoir, et donc le but ici c'est de connecter ces différents fragments entre eux. Je vais terminer, j'étais un peu long, j'en suis désolé. Si on zoome plus loin dans la région, alors là ça se voit pas trop, mais ici c'est la forêt de la Esperanza, donc là où on a travaillé, et à quelques kilomètres, une quinzaine de kilomètres ou 30, il y a une autre grande forêt, et cette forêt elle est très intéressante parce qu'elle fait plus ou moins 300-350 hectares. On a visité avec Anelio, qui est vraiment une grande forêt extrêmement intéressante. Alors là il y a les singes araignées, il y a beaucoup d'animaux, et beaucoup de plantes. On a retrouvé pas mal des espèces qu'on a documentées là. On les a retrouvées là aussi. Et donc, en fait, l'objectif, c'était d'essayer de sauver cette forêt parce que c'est vraiment le cœur de la région. Alors, c'est pas que j'ai envie de me contredire, mais je pense que si on perd cette forêt-là, ça va être très très dur de récupérer un peu de dynamisme dans cette région, parce que c'est vraiment là où il y aura la plus de biodiversité, et il faudra faire des connexions. Donc grâce au projet de reforestation, on peut essayer de reconnecter toutes ces forêts, notamment le long des rivières. Et donc on s'est allié justement avec Green Sanctuaries pour essayer de voir comment on pouvait acheter ça. Donc ça a été une longue route, c'est très compliqué de discuter avec les gens, ils ne sont pas là, ils sont présents, oui, non je vends pas, en fait je veux, mais ma propriété est hypothéquée par je ne sais pas quoi. Bon, moi j'y comprends pas grand chose. Ça c'était Christophe et son équipe qui ont très bien géré ça. Beaucoup de discussions, beaucoup de négociations, mais aussi donc on a réussi en fait à trouver une forêt ou à trouver un accord. Et donc pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a pu donc acheter ils ont pu acheter 65 hectares de cette parcelle qui est maintenant protégée, en tout cas c'est ce que tu disais par rapport au foncier, et qui va être géré par Great Leaf. Bien sûr, tout ça c'est fait en collaboration avec Great Leaf. Les portes sont ouvertes aux universités, donc on va essayer de développer des projets. On va visiter, là on a un collègue de l'IRD qui est une étudiante en thèse qui vont venir aussi pour regarder la forêt et voir quel genre de travaux on peut y mener. Et donc pour l'instant, on a appelé cette forêt Tenka, qui veut dire cœur dans le langage des Sachilas, qui est une des communautés indigènes qui vit pas très loin. Pas là-bas, mais qui vit pas très loin. Alors voilà, donc je voulais vous remercier pour votre temps, l'espace Krashberg et de nouveau Green Sanctuaries pour m'avoir invité. Et merci à vous.